Bien, comme vous l'aurez constaté, la table ronde suivante est consacrée à la thématique de l'alliance data et l'intelligence artificielle pour la lutte contre la fraude. Cette problématique de la fraude documentaire est aujourd'hui un vrai fléau qui a été abordé ce matin par un certain nombre de collègues, notamment par Yves Tirode, un vrai fléau économique et qui concerne aussi bien les secteurs d'activité privés que les institutions publiques. Et je peux vous dire qu'en tant que président d'université, je suis confronté aux faux diplômes qui circulent. Et donc, on est tous concernés par cette question, mais évidemment, il y a les caisses d'allocation familiale, les pôles emploi et autres. Donc, les documents qui sont ciblés par les fraudeurs sont très nombreux, bien sûr, donc, mais concernent entre autres, et on a des démos ici là, qui tournent sur les espaces de démonstration autour des pièces d'identité. Je crois que j'ai vu des bulletins de salaire aussi, des justificatifs de domicile. Les techniques de manipulation et de modification sont multiples. Les outils de traitement des images sont de plus en plus faciles d'utilisation et il est donc de plus en plus facile de frauder. Et tous ces facteurs conduisent à une complexification des processus d'identification de la fraude. Donc, cette table ronde vise précisément à balayer cette grande thématique et nous vous proposons de partir du plus large au plus étroit, des grands enjeux vers les dernières innovations en matière de recherche, en commençant tout d'abord par l'intervention de Monsieur Mohamed Jafari, qui est chef de projet à l'agence de lutte contre la fraude à l'assurance, donc une thématique qui est abordée depuis ce matin. Nous vous écoutons, Mohamed, allez-y. Très bien, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'ALPHA. L'ALPHA, donc, c'est l'agence de lutte contre la fraude à l'assurance. On est une association de loi 1901 et on appartient à la Fédération française de l'assurance. On compte donc plus de 330 membres d'assurance. Et donc, c'est essentiellement des compagnies d'assurance et des mutuelles, nos membres. Donc là, nos missions, l'ALPHA, notre but, c'est vraiment de promouvoir la lutte contre toute forme de fraude à l'assurance. On assure aussi le lien entre les différents organismes et les différentes institutions publiques ou privées avec justement nos membres assureurs. On sensibilise aussi, on fait de la sensibilisation et de la formation auprès de nos membres pour monter en compétence le niveau autour de la lutte contre la fraude à l'assurance. Et enfin, on fait beaucoup de veille technologique parce qu'on cherche à identifier les différentes technologies pour aider la profession à lutter de manière efficace contre la fraude. Nos moyens, donc, à l'ALPHA se veut toujours plus opérationnel. Donc, on gère un annuaire de plus de 1500 contacts au final, qui sont donc répartis au sein des différentes compagnies d'assurance. Et donc, ces 1500 contacts sont des spécialistes et des experts en matière de fraude. Et nous, donc, on met à disposition de ces experts des outils pour faciliter et aider à échanger de l'information de manière sécurisée et en toute conformité. Donc, on fait aussi beaucoup de coordination. Donc là, c'est surtout sur des phénomènes d'ampleur, des fraudes en bande organisée. Donc, c'est là où nous, l'ALPHA, on intervient. On a des équipes, des spécialistes, justement, pour accompagner nos membres, pour être efficaces et mener à bien les différentes affaires de fraude. Enfin, donc, on fait aussi on mène aussi des projets de place, donc des projets qui concernent l'ensemble de l'industrie de l'assurance. Mais bon, ça, je parlerai dans un second temps avec nos projets IT. Si j'avance, donc là, je vous aborde les impacts et les enjeux de la fraude à l'assurance. De quoi parle-t-on? Alors, il y a deux impacts, l'impact éthique et l'impact financier. Forcément, frauder, c'est voler, donc c'est illégal et c'est contraire à la loi. Donc, il y a aussi un phénomène d'injustice parce que le bon payeur, le bon assuré, l'assuré de bonne foi, lui, il se retrouve pénalisé par la fraude. Ensuite, on a un impact financier. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à l'ALPHA, on identifie, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, on identifie un potentiel de fraude qui est le suivant, en gros, sur le domaine IARD, donc incendie, accidents et risques divers. On est à 3 à 5% des sinistres payés qui représentent en gros la fraude potentielle. Voilà. On fait ce calcul-là et du coup, ça fait des montants énormes. Et sur la partie ADP, donc assurance de personnes, on atteint
même les 7% d'estimés sur les prestations payées. Donc, le tout cumulé, en tout cas, à l'échelle française, on est au-delà du milliard sur le coût de la fraude que l'on peut estimer. Alors, les enjeux côté assureur, on le voit très clairement. Hein, le but pour un assureur et l'intérêt, en tout cas, à lutter contre la fraude, c'est avant tout pour maîtriser les risques donc Solva 2 ou encore LCBFT. Donc là, c'est des sujets réglementaires. Ensuite, il a aussi tout intérêt à veiller à son image de marque, à protéger les données de son portefeuille, hein, de ses assurés. Il y a un impact aussi sur le ratio technique. Hein, là, je parle du S sur P, le rapport sinistre sur prime. Et enfin, donc, on peut aussi envisager un enjeu autour de la tarification et de la relation client, forcément qu'il faut une relation saine, tout bonnement. Là, je vais vous parler donc des chiffres. Tout à l'heure, c'était le potentiel. Là, c'est ce que nous, à l'Alpha, on collecte. Clairement, ce que l'on fait chaque année, on lance une collecte annuelle pour identifier la fraude que représente, ce que représente la fraude dans le monde de l'assurance, quelles que soient les branches d'activité, quelles que soient les garanties, et donc là, on voit sur la partie IARD, on est beaucoup plus mature. On a identifié, par exemple, sur l'exercice précédent, en 2020, on a plus de 200 millions d'euros sur la branche IRD, plus de 150 millions d'euros sur la branche automobile. C'est bien. Ce que là, on constate à l'Alpha, c'est que ces chiffres sont collectés sur 80%, 90% même de parts de marché. Donc, ils sont assez significatifs, ils sont assez révélateurs de la maturité de nos membres à identifier la fraude dans le domaine IARD. Autant sur la partie ADP, là, on est beaucoup moins percutant. Hein, c'est des chiffres qui sont peu significatifs, on en est conscient. Il y a un manque de maturité aussi, tant sur les méthodes que sur les outils. Le sujet est plus critique parce qu'on est plus sur des données sensibles aussi. Et là, donc, je vous affiche les chiffres qu'on a collectés à l'Alpha sur 2020. Hein. On est entre la prévoyance et la santé, on flirte avec les 50 millions d'euros, ce qui est très peu au regard des prestations payées sur l'année. Si j'avance, je voulais vous parler aussi du process fraude. Alors, le process fraude, il se compose de quatre briques. La détection, je détecte, que ce soit humainement ou grâce à une machine, à l'automatisation de la détection. Je trie, j'investigue et je porte une décision sur ce que j'ai détecté. Et donc, il faut savoir qu'à droite, donc, je vous ai listé des technologies qui peuvent s'appliquer à chacune des briques. Donc ça, c'est intéressant et on voit effectivement que le champ des possibles est assez intéressant. Si je m'arrête 2 minutes sur la détection, il faut savoir que c'est là où voilà, on est vraiment plus avancé, hein, côté assurance. Nous, à l'Alpha, on porte un sujet, un vrai projet Big Data, c'est dans le domaine automobile. Donc, on a plus de 40% de part de marché sur ce que je vais vous dire. Donc, on est sur un dispositif de place où on détecte de la fraude mutualisée à partir des sinistres automobiles et selon des scénarios de fraude identifiés. Donc, avec nos assureurs, on a construit des scénarios de fraude bien établis et on travaille avec une insurtech justement pour développer nos scénarios métiers et lancer un algorithme qui va nous générer des alertes à partir des sinistres qui vont concerner tous les acteurs qui sont embarqués dans le dispositif. Donc, c'est vraiment un projet, un dispositif stratégique pour l'Alpha. Mais encore une fois, la détection, on n'est qu'au début du process. Pour le triage et l'investigation, les 2 briques suivantes, il y a de quoi faire. Hein, il y a vraiment matière, tant sur l'exploration de la donnée que sur l'analyse même des données que l'on a retenues.
Et on sait aujourd'hui qu'on a pas mal d'outils qui nous permettent de le faire, de faire bien notre métier. Et donc ça, c'est très intéressant aussi à retenir. Sur la partie décision, cette partie décision, en fait, il faut savoir que l'humain reste essentiel hein, dans le dispositif. Quel que soit le moyen pour lutter efficacement et grâce à des technologies, l'humain doit arriver en fin de cycle pour apporter et approuver ou non que la fraude est établie. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose à retenir, même d'un point de vue réglementaire. On peut pas tout donner à une machine ou à une technologie. En fait, il faut que la techno déjà s'adapte aux besoins métiers et aux besoins humains. Et ensuite, quoi qu'il en soit, on a forcément besoin d'une expertise humaine pour terminer et aller au bout des choses. Je terminerai donc par cette slide sur les perspectives en matière d'assurance pour l'alpha. Hein. Clairement, là, on cherche à retenir, ce qu'on cherche à retenir, c'est qu'il faut adapter le bon outil au bon besoin. Aujourd'hui, c'est possible. Anticiper les comportements du client fraudeur, clairement, avec l'analyse prédictive. Là, c'est vraiment là où la techno peut vraiment avoir du sens et on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Justement, on aborde ce point. Chercher à s'équiper un outillage vraiment complet et surtout d'une organisation, mettre en place une organisation pour être le plus efficace possible, c'est-à-dire avec les bonnes ressources, les bonnes compétences et les bons outils. Et à partir de là, en fait, on va limiter le risque de fraude. Enfin, j'avais noté intégrer en amont la complexité juridique et conformité aux côtés du métier de l'assurance pour exploiter le plein potentiel de la tech. Tous nos sujets abordés à l'alpha et même par nos assureurs sont accompagnés justement d'une étude d'impact. On doit avoir un avis positif ou négatif. On cherche forcément un avis positif, mais donc de notre délégué à la protection des données. Et quoi qu'il en soit, on voit bien que plus on aborde ces sujets en amont, mieux on choisit et on s'équipe du meilleur outil et de l'outil adapté pour mener à bien nos travaux. Donc voilà ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui et je passe la parole maintenant à vous. En fait, je vous passe la parole justement pour vous faire réagir ou pour poursuivre la table ronde. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. On va faire une ou deux questions maintenant et on regardera du temps à la fin pour un ensemble de questions un peu collectives. Est-ce que dans la salle, il y a des collègues qui souhaiteraient poser des questions à Monsieur Mohamed? Moi, j'en ai une sur les scénarios de fraude que vous avez mentionnés là. Oui, dites-moi. Vous partez sur des scénarios de fraude, hein, c'est ce que vous évoquez. Oui. D'ailleurs, c'est ce que on fait aussi dans certaines unités de recherche. La question, c'est comment vous définissez ces scénarios? Est-ce que vous les définissez à partir d'observations récurrentes, de types de fraude fréquemment observés, ou est-ce que c'est lié à votre propre inspiration ou sur ce que vous pensez de ce que pourrait faire un fraudeur? Ben, en fait, c'est la profession c'est vraiment un travail collectif. Hein. On est à l'Alpha, on travaille vraiment, on est une petite équipe, on est 10, hein, on est 10, même pas 10 personnes, je crois. Mais quoi qu'il en soit, on travaille avec nos membres et donc là, on mène beaucoup d'ateliers avec les plus gros acteurs comme les plus petits. Hein. On fait pas de distinction, mais sachez qu'il y a beaucoup d'experts avec qui on travaille et vraiment, si vous l'avez dit, hein, c'est parce qu'il y a des phénomènes récurrents qui existent, on le sait, on en est conscient et donc du coup, on pose sur la table là des scénarios pour vraiment pour mutualiser les fraudes en fait, pour mutualiser la fraude. Donc c'est des cas de fraude multiple. Voilà. En gros, par exemple, ça va être un cumul d'assurance ou de la déclaration postérieure antérieure au sinistre. Donc voilà, il y a plein de scénarios qui sont connus par la profession qu'on essaye de poser et ensuite appliquer ça à la technologie. Vous arrivez à quantifier les fraudes non scénarisées, celles qui vous passent sous le radar en fait?
Malheureusement, on n'est pas exhaustif. Moi, je pourrais vous donner un chiffre, mais ce chiffre-là, en fait, il n'est pas représentatif parce que tous les acteurs ne savent pas piloter leur activité de manière assez fine pour ensuite dégager une tendance et de se rendre compte voilà, d'un volume de fraude vraiment clair et même à la maille garantie. On pourrait le faire, sauf qu'il faudrait vraiment accompagner au sein de chacune des organisations toutes les équipes pour collecter et enregistrer les chiffres. Une question dans la salle? Une rapide qui concerne un des slides que vous avez exposé sur lequel vous notez l'anticipation du comportement du fraudeur. Je voulais savoir si de ce point de vue-là, vous avez là aussi on va dire des moyens pour pouvoir réaliser cette anticipation, ou si elle se base aussi sur des connaissances métiers, sur des fragilités on va dire du support qui peut être fraudé ou ce genre de choses, ou est-ce qu'il s'agit de choses un peu plus larges où vous avez vraiment des études qui sont un peu plus globales sur ce type de comportement? Alors, je pense qu'il y a un axe à travailler, c'est l'analyse des données métriques. Je suis bien conscient, déjà pour l'alpha, c'est compliqué de travailler avec les données des assureurs parce que chaque assureur tient à conserver ses données dans son SI. Mais quoi qu'il en soit, il nous reste les données métriques. Et en fait, on pourrait, en fonction donc des années antérieures, tout simplement, avec les observations qu'on a fait par le passé, je pense qu'il y a un axe à travailler, c'est justement dégager les tendances à venir sur les comportements frauduleux de demain. Parce que on le voit aussi, le monde de l'assurance, vous l'avez dit ce matin, il évolue. L'entrée en relation est différente aujourd'hui parce qu'on est beaucoup sur du digital et de la souscription en ligne. Donc, quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut travailler sur les nouveaux phénomènes et les phénomènes à venir concernant donc les comportements frauduleux. Merci beaucoup, Mohamed. Vous restez avec nous. On va continuer le tour de table et enchaîner avec toujours en vision plutôt d'ensemble avec Ludovic Favaret de la Banque Populaire Caisse d'Épargne qui va nous parler de data et lutte contre la fraude. Ludovic, on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Juste peut-être pour commencer, resituer ce qu'est le groupe BPCE. Le groupe BPCE, c'est plusieurs enseignes bancaires, les banques populaires, les caisses d'épargne. C'est également le groupe Onet qui est spécialisé dans toute la partie paiement N fois. Yves Thiraud en parlait ce matin. Le groupe BPCE, c'est 36 millions de clients, c'est 5 000 collaborateurs, une présence dans plus de 40 pays et c'est 20% de l'activité bancaire en France. Et si on regarde un petit peu l'historique de l'activité bancaire, la fraude, c'est pas d'aujourd'hui en fait. Il y en a toujours eu depuis l'origine de la banque jusqu'à la fin des années 90. La fraude, ça se traduisait souvent par quelque chose de violent, de physique, avec des attaques en agence pour pouvoir aller récupérer le contenu de coffre ou de la caisse, etc. Et puis on a vu avec l'apparition du web 2.0 dans les années 2000-2010, on a vu cette fraude complètement évoluer. Alors d'abord, dans un premier domaine qui est, je pense, juste le slide d'après, qui a été dans les années 80-90, c'était avant le web 2.0, l'apparition de la fraude autour des chèques, donc des chéquiers volés avec de l'utilisation de chèques à mauvais escient, etc. On arrivait jusqu'à récemment à anticiper ou analyser une partie de ces fraudes de chèques. On en gérait 50% à peu près. Et puis on a réussi depuis 2 ans à développer quelques algorithmes un peu avancés, toute la logique du big data en fait. On intègre beaucoup plus de données en entrée de l'analyse de nos fraudes chèques. Donc les algorithmes dont on parle là intègrent une centaine de données, y compris de la donnée non structurée sur l'analyse des chèques, des signatures, etc., qui nous permettent de détecter 90% à aujourd'hui des fraudes de chèques avant même qu'elles viennent impacter le compte de nos clients. Alors, à quoi ça nous sert? Nous, c'est des pertes épargnées. Si vous voulez, c'est de l'argent qu'on ne perdra pas. C'est surtout de l'économie dans nos process, parce que traiter une fraude, c'est extrêmement long, extrêmement coûteux. Et c'est avant tout
de la satisfaction collaborateur et de la satisfaction client, puisqu'un client pour qui on a pu stopper une fraude va avoir un retour vis-à-vis de sa banque extrêmement valorisé et valorisant, parce qu'on lui a évité tout un tas d'embêtements du quotidien. Si on passe sur le slide d'après, on évolue dans le temps. Je vous disais, on est passé de la fraude physique, l'attaque sur nos points de vente, la fraude sur les chèques. On a développé, moi je rentrais dans le groupe, c'était dans les années 2004-2005, on a développé tout un tas de sujets autour de la LABFT, la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme. Moi, j'avais participé à la mise en place de notre logiciel groupe, qui était le logiciel Norcom, qui était un moteur de règles, en fait, où on rentrait une trentaine de données pour se dire, bah, tiens, là, il y a un comportement qui peut être un petit peu bizarre, parce qu'il y a de la manipulation d'espèces, un tas de choses. Je ne peux pas vous donner les 40 critères. C'est bien entendu intransmis, enfin, je ne peux pas le transmettre, voilà. On arrivait de façon très prégnante à identifier les cas de blanchiment et de financement contre le terrorisme, mais au détriment de nos collègues dans le réseau, parce qu'on générait beaucoup d'alertes qui étaient ce qu'on appelle des faux négatifs, des faux positifs, pardon. Les faux positifs, c'est quoi? Je vous génère une quinzaine d'alertes à traiter sur votre portefeuille clientèle. Vous allez traiter 15 alertes et peut-être qu'il y aura un cas qui s'avérera vraiment être un cas de blanchiment ou de financement du terrorisme qu'on devra déclarer à Tracfin et qu'on devra traiter avec une grande acuité. Et donc, nos collègues dans le réseau nous remontent très souvent des points d'insatisfaction en nous disant, enfin, c'est bien gentil tous les travaux que vous menez, et nous, on y passe des heures au carré pour au final, pas énormément de choses qui vont au bout. Mais on arrivait quand même à arrêter pas mal de cas de fraude. Grâce à la data science, on a réussi à optimiser nos traitements, là aussi en intégrant beaucoup plus de paramètres que les 30 ou 40 que l'on avait dans nos moteurs de règles. On est sur 150 paramètres qu'on analyse de façon pérenne. On a diminué de 80% les faux positifs. C'est-à-dire que le conseiller clientèle à qui on envoyait 10 alertes, et il y en avait une qui s'avérait être vraiment un cas de blanchiment à déclarer, aujourd'hui on en envoie 2. Il y en a toujours un qui est une fausse alerte, et c'est lui-même qui va l'analyser et dire ben, « c'est pas une alerte, je ne la déclare pas, parce que je connais mon client et je sais que les opérations qu'il a réalisées sont légitimes ». Et l'autre cas s'avère être un vrai cas qu'on va pouvoir déclarer. Donc on lui fait gagner énormément de temps grâce à la data science et grâce à l'usage du machine learning. On continue à avancer dans le perfectionnement de la fraude. C'est le cas suivant, si vous voulez bien. Voilà. Donc toujours, j'ai parlé du financement du terrorisme, celui sur la lutte et le blanchiment, donc on va le passer parce que c'est le même. J'ai traité les deux en un cas. Et on va arriver sur le dernier, qui est un peu plus pernicieux. Yves Thiraud en parlait ce matin dans son introduction, comme étant quelque chose qui préoccupe beaucoup. On arrive à traiter plein de choses sur l'anticipation des fraudes à la carte bleue, des fraudes au chèque, de la lutte anti-blanchiment, etc. On devient assez performant sur ces choses-là. Voilà, identifier 90% des fraudes potentielles, etc. Et le cas dont on parle là, je vais vous l'expliquer très simplement. Vous êtes à la tête d'une entreprise, vous avez des codes d'accès pour valider le paiement des salaires de vos collaborateurs, faire des virements à vos fournisseurs, etc. Et à chaque fois qu'il y a une opération qui va se passer, il y a un contre-appel d'une agence ou d'un banquier qui va vous appeler pour savoir si c'est bien vous qui avez passé cette opération et qui va valider, vous pouvez la réaliser ou non. On parle des montants avec plusieurs zéros derrière. Hein. Ça peut être des montants à 10, 15, 20, 100 000 euros, etc. Il y a une vraie industrie qui s'est créée qui vise à bypasser les systèmes de sécurité informatique et à s'attaquer au maillon faible de la chaîne qui se trouve entre le clavier de l'ordinateur et la chaise sur laquelle est assis le collaborateur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quelqu'un qui est avec... on a des bandes enregistrées qui sont absolument hallucinantes, qui va appeler un directeur financier ou un directeur général en lui expliquant qu'il travaille avec telle ou telle entreprise, qui bosse bien avec lui, qu'il a besoin pour débloquer une situation, de valider un virement ou de valider une opération, que d'ailleurs, tiens, il lui envoie un SMS qu'il faut juste qu'il valide, et sans le savoir, en validant cette opération, qui est un phishing élaboré, si vous voulez, en validant cette opération, vous donnez la main à un fraudeur sur vos opérations qui va s'empresser de pouvoir réaliser des virements,
vers des comptes qu'on n'arrivera jamais à tracer, etc. Et ça met des entreprises au pied du mur et certaines, de temps en temps, n'arrivent pas à s'en remettre. Alors, ça ouvre des débats incommensurables avec nous dans la banque sur qui est responsable. Est-ce que c'est la personne qui a validé l'opération ou est-ce que c'est la banque qui est responsable? Très souvent, nous, on arrive à justifier que nos systèmes n'ont pas été corrompus. C'est qu'une personne a validé une opération. Et là, on ne peut pas y faire grand-chose. Et ce que disait Yves ce matin, c'est comment nous, on va arriver dans le temps, grâce à la data, grâce au machine learning, grâce à l'expérience qu'on a acquis sur tous les systèmes de fraude dont je vous ai parlé avant, on va arriver à aider les entreprises à détecter et anticiper ce cas de fraude. Et là, c'est crucial parce que c'est vraiment à chaque fois des moments tragiques. Toujours, alors on a pris quelques cas, toujours de l'usage avancé de la donnée, toujours du machine learning. Ce que je voulais passer au travers de ces 4 exemples, c'est à quel point la data et l'usage avancé de la donnée à aujourd'hui nous permet de pouvoir mieux anticiper ces fraudes, de pouvoir les combattre et de pouvoir aider nos clients soit à les résoudre très rapidement, soit à les bloquer avant même qu'elles soient réalisées. C'est ce qui est un enjeu majeur pour nous. Plus de satisfaction client, d'ailleurs, que d'efficacité opérationnelle nous concernant. Merci beaucoup Ludovic pour ces différentes illustrations de cas d'usage et la manière dont vous êtes en train d'organiser votre lutte contre la fraude. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle? Oui. Bonjour. Pierre Hugues, laboratoire l'Iris et ingénieur chez Pechrome, banque en ligne pour les entrepreneurs. Merci pour votre présentation. J'avais une question. Vous avez parlé de la fraude au président. Je travaillais dans l'antifraude pour mon entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup de modèles de fraude qui existent. Il y a la fraude à l'identité, la fraude aux faux techniciens. Après le confinement, on a eu beaucoup de fraude Covid aussi. Est-ce que vous pensez que la data va permettre d'accélérer peut-être la réactivité des établissements bancaires à faire face à des nouvelles finalement inventions des fraudeurs, ou est-ce que il faudra constamment revoir ou alors est-ce que finalement on aura un train de retard par rapport aux fraudeurs qui vont toujours chercher à innover pour eux aussi pouvoir arriver à leur fin. C'est comme la lutte antidopage, c'est pareil. Hein. Oui, en fait, il y a une partie de la réponse dans votre question. Hein. C'est bien sûr que c'est une course sempiternelle et éternelle, en fait. Hein. Qui tire quoi? Il y a 15 ans, on pouvait trouver localement et de façon isolée des fraudeurs qui trouvaient une faille et qui arrivaient à venir passer au travers des systèmes qu'on avait mis en place pour aller usurper de l'argent à nos clients. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est des organisations qu'on a en face de nous. C'est des organisations mafieuses, structurées, avec énormément de moyens, qui investissent dans la fraude. Et nous, on doit s'unir entre acteurs du secteur financier. On ne travaille pas seul sur ces sujets-là. Hein. On a de véritables collaborations entre banques. L'exemple que je prenais à la fin, qui est celui de l'identification des IBAN vers lesquels les fraudes sont versées, virées. L'identification pour les bloquer le plus rapidement possible. Il y a une collaboration entre nous sur ces sujets-là. Donc, je pense que la question, il faut y répondre de la façon suivante, c'est oui, il faudra toujours investir. On a toujours, by design, quelque part, un train de retard. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des fraudes, mais en fait, on ne va véritablement travailler contre ces fraudes que quand on les aura vues mises en œuvre. Et je pense que le véritable enjeu, il est de pouvoir travailler ensemble pour sécuriser nos paiements. Il y a aujourd'hui, je trouve, une véritable avancée sur la sécurisation des paiements pour les particuliers, hein, avec le 3DS, avec l'authentification très forte sur vos applications mobiles et vos téléphones, etc. Donc, on voit de moins en moins de fraude pour les particuliers. Par contre, ce qu'on voit se développer, c'est le sujet sur lequel vous travaillez, c'est la fraude au président, c'est la fraude auprès des professionnels qui sont beaucoup moins nombreuses, beaucoup plus éparses, donc beaucoup plus difficiles à traquer et sur laquelle on a beaucoup plus de mal à se spécialiser et qui touchent des montants beaucoup plus importants. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. C'est bon? J'ai moi-même été victime d'une fraude de cette nature il y a quelques années sur une association internationale. Je pourrais vous la raconter, mais ça prend un peu de temps. C'était au lendemain de l'attentat du Bataclan. On m'avait demandé pour un transfert de corps. Et c'est juste un mot dans une conversation orale que j'ai eue avec le fraudeur.
qui m'a mis la puce à l'oreille et qui a déclenché l'analyse que j'ai faite moi-même pour éviter d'être victime de cette fraude, quoi. Juste une question, Ludovic, sur ce que vous venez d'évoquer. D'après ce que j'ai compris, vous nous disiez que vous étiez en train d'utiliser la data pour caractériser les différents types de fraudes que vous observiez et éventuellement être en anticipation. Ouais. C'est bien ce que j'ai compris? Ah oui, c'est exactement ça. Alors, très compliqué. Oui, j'imagine. Encore une fois, il y avait une discussion très intéressante tout à l'heure. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur ces sujets-là et pas rouler des mécaniques parce que c'est le meilleur moyen de se planter. Donc, on est très humble sur ce sujet-là. Mais oui, on essaye de ne pas toujours avoir un train de retard et de pouvoir anticiper les types de fraudes qui vont arriver et de mettre les parades avant même qu'elles arrivent. C'est l'idéal. Après, est-ce qu'on y arrive systématiquement? Non, c'est faux. C'est faux. Oui. Mais par contre, est-ce que ça nous permet d'être plus rapidement réactifs? Merci beaucoup, Ludovic. On continue dans les différents usages. On va aller vers la recherche après. Donc, on continue avec Jean-Pierre Rez, qui lui va vous… je pense que c'est une démo qu'il va vous faire pour vous illustrer la manière, un cas d'usage, la manière dont Everial travaille sur la lutte contre la fraude. Oui. Juste 2 mots sur Everial, entreprise familiale française, 400 personnes, une quinzaine de sites en France, dont le métier est le traitement du document, que ce soit sous forme physique, avec l'archivage qui est notre cœur de métier historique, et puis les versions dématérialisées. Et je vais vous montrer ici une illustration de ce que peut donner notre savoir-faire sur ce cas d'usage. Donc alors, je vais vous parler du produit WizID, qui est un produit à part entière qu'on a décliné pour traiter tout ce qui va être acquisition de documents quand on est en situation de devoir fournir des pièces justificatives. Alors, vous voyez bien le lien avec le sujet de la fraude. C'est le point de passage obligé si vous voulez frauder votre banquier, votre assureur, etc., c'est de lui fournir des pièces qui ne sont pas tout à fait légitimes. Et je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire, pour nous, aujourd'hui, un organisme qui doit récupérer des pièces justificatives, il a 3 dimensions qu'il doit concilier. Alors, effectivement, le traitement de la fraude est une de ces dimensions, mais il faut aussi prendre en compte l'expérience utilisateur, la fluidité, le confort de l'utilisateur, et puis évidemment les contraintes réglementaires qui s'imposent. Et notre constat, c'était que il n'y avait pas vraiment de solution satisfaisante permettant de réconcilier ces 3 dimensions, et que bien souvent les acteurs étaient obligés de faire un choix qui au détriment des autres. Donc typiquement, c'est l'exemple que vous citiez, quand on a un système d'alerte qui est trop bruyant, eh ben, ça se fait au détriment de l'expérience utilisateur ou de l'efficacité des conseillers, etc. Donc notre challenge, ça a été de dire, est-ce qu'avec les technologies du moment, qui ont beaucoup évolué, moi ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine du traitement de documents, et depuis, on va dire, ces quelques dernières années, on a eu des évolutions majeures. Alors, on a beaucoup parlé de réseaux de neurones, c'en est une. Une autre évolution majeure pour moi, c'est le renforcement des puissances des téléphones portables. Les smartphones aujourd'hui peuvent faire énormément de choses. Et donc, en s'appuyant sur cette technologie, est-ce qu'on peut faire une solution qui réconcilie ces 3 dimensions en sortant par le haut de ce deal? Vous allez voir, ça prend qu'une minute, hein, c'est l'objectif de l'opération. On vous dit temps réel. Voilà, super. Donc là, je viens de recevoir un lien, donc ça peut être ma banque, mon assureur, etc., qui me demande un certain nombre d'informations. Donc là, on s'est personnalisé, là, c'est le logo de notre GED, mais évidemment, ça peut être… Et donc voilà les informations qu'on me demande de fournir. Je vais juste passer en mode capture. Donc là, vous voyez la reconnaissance en temps réel du document. Je n'ai pas dit ce que c'était. Et puis, l'extraction des informations. La même chose, je fais la même chose sur mon… Alors là, je pense que c'est figé. Non, je fais la même chose sur mon passeport. Donc à chaque fois, ça prend 1-2 secondes pour analyser le document. Et puis mon RIB, je l'ai sur mon disque, donc je vais le uploader simplement. Et puis, on passe à la partie selfie check.
Ouais, alors c'est très saccadé. Là, vous voyez le repérage en temps réel du visage qui permet d'analyser les micro-mouvements et qui va renforcer, on va dire, la détection des attaques par présentation d'un masque, d'un écran, etc. Et donc, en quelques secondes, on va faire la comparaison entre ce visage et la photo qui a été extraite de la pièce d'identité. Évidemment, une photo qui est pas de très bonne qualité, hein. Il y a des reflets, il y a des surcharges. Et donc, on va pouvoir valider que tout ça est bon. Et on a fortement réduit les risques de fraude parce que du coup, on a pu réaliser tous ces contrôles pendant le temps de la capture. Non seulement on a facilité la capture, puisque vous avez vu vous l'avez pas vu, la vidéo n'est pas formidable, mais on va assister l'utilisateur à la capture. Là, vous voyez l'ensemble des informations qui sont extraites, qu'on n'est pas obligé de présenter à l'utilisateur, ça peut y faire peur. Mais c'est ces informations qui vont permettre de réaliser tous les contrôles de cohérence et de façon tout à fait transparente et sans effort de la part de l'utilisateur. Bon, j'avais un dernier slide sur l'intelligence artificielle, puisque c'était le thème de la table ronde. Oui. Donc, pour faire ça, on utilise jusqu'à 7 réseaux de neurones profonds, dont 4 embarqués sur le téléphone. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais en conclusion, c'est vraiment la conjonction de cette technologie d'intelligence artificielle et de la puissance de calcul des téléphones portables qui fait qu'à notre avis, on est maintenant capable d'avoir une expérience utilisateur fluide et sécurisée. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui vient d'être présenté? Juste une question bassement technique pour l'instant. L'architecture des téléphones sur lesquels ça fonctionne est de quel niveau? Est-ce qu'il faut l'iPhone 13 dernière version? Non, alors, sur les iPhones, ou autre. Oui, alors non, la solution est disponible sur iOS et Android. Et on va dire 90% ou 95% des téléphones en cours d'activité sont éligibles. Et puis, on a un système d'adaptation, c'est-à-dire qu'on est capable de réaliser plus ou moins de traitements sur le téléphone en fonction de la puissance. Et donc, en effet, sur un vieux téléphone Android, on va faire peu de traitements sur le téléphone et on va s'appuyer sur un back-end avec des serveurs dans le cloud qui vont réaliser le traitement. L'expérience utilisateur sera un peu moins fluide, mais ça reste le mieux qu'on peut faire. D'accord. Question dans la salle? Peut-être? Ouais. J'en ai une rapide qui concerne le dernier slide, en fait, sur les aspects un petit peu apprentissage profond, ce type de méthodologie. C'est vrai qu'on sait qu'elles ont besoin de beaucoup de données. Est-ce que de ce point de vue-là, vous savez, vous avez eu écho de la difficulté à pouvoir collecter ces données, les annoter si besoin, et puis pouvoir traiter des données réelles de terrain dans ces situations-là? Parce que c'est bien souvent là que, voilà, soit il faut générer des données synthétiques, soit il faut se contenter d'entraîner sur d'autres choses parce qu'on n'a pas la donnée. Est-ce que là-dessus, vous avez des choses? Alors, je rejoindrai un peu ce qui a été dit ce matin sur les différences de traitement entre ce qu'on peut faire en Europe, ce qu'on peut faire aux États-Unis, ce qu'on peut faire ailleurs. En effet, en France, c'est devenu très compliqué de constituer des jeux de données RGPD. Il faudrait anonymiser les documents, mais du coup, on ne peut plus rien faire avec. Par contre, des bases de données open data très riches, je pense en particulier sur des bases de visage disponibles très largement parce qu'elles sont originaires de labos américains. Aujourd'hui, c'est complètement accessible et ça permet d'accélérer énormément les choses sur ce cas-là. Donc, on est en effet très, très coincé d'un côté parce que on peut pas garder une image sur laquelle il y a un nom, un prénom en France. Et puis de l'autre, on a accès à des données qui sont gigantesques, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et donc, on jongle avec tout ça pour arriver au meilleur résultat possible. Merci beaucoup. Question? Une petite dernière. La nature des informations que vous utilisez pour la vérification de la conformité des documents et des graphiques textuels? Les deux? Alors, les deux. Les deux, ouais. Et là-dessus, c'est un peu un sujet sur lequel on peut ouvrir sur l'avenir. Hein. Aujourd'hui, on va être capable de réaliser beaucoup de contrôles sur le contenu, donc des contrôles sur des sécurités logiques quand elles existent, des contrôles de cohérence entre les différentes informations. Ça, c'est pour l'aspect contenu.
Sur l'aspect visuel, on est limité par les qualités d'image qu'on va récupérer. Même si un téléphone portable, ça fait de très belles images, on ne va pas avoir forcément accès aux sécurités visuelles de type micro-impression, micro-perforation, etc. Et on ne va pas non plus avoir accès aux sécurités qui apparaissent avec des lumières particulières. Donc, je suis très intéressé par le travail fait sur les hologrammes. Je pense que c'est le genre de choses qui vont permettre de renforcer encore le niveau de sécurité du genre de dispositif qu'on développe. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre. On continue avec Arnaud Dufry, donc ITsoft. Il va vous parler des travaux de l'entreprise sur la lutte contre la fraude. Tout à fait. ITsoft, une société, nous œuvrons dans la digitalisation des processus métiers, 30 ans d'existence. On vient du document, hein, on n'est pas là par hasard. Tout a commencé bien avant que j'intègre ITsoft sur la lecture des chèques. Que dire, plus d'1 milliard de documents traités par an. On travaille aussi bien avec le public, le privé que le public. Et plus de 650 clients. On est éditeur de plusieurs solutions et services autour du traitement de la digitalisation des process métiers. Et quelques années en arrière, il a été décidé, fort de notre expérience sur le document, de proposer un service cloud. Effectivement, on avait pris le virage du cloud. C'est un de nos premiers services à avoir été proposé en cloud et depuis, toute notre offre a été migrée sur le cloud, d'analyse de conformité et de détection de fraude. Les deux sujets vont de pair, ce sont les deux faces d'une même pièce. En proposant un service en cloud qui, par le biais d'une stratégie en 3 temps, la première, le contrôle du document, on en parlait il y a quelques secondes, une analyse du document dans pas le fond mais la forme graphique. Et là on a intégré donc des travaux du L3i qu'on a communément avec Use, qui est une spin-off d'ITsoft, un truc qui a bien marché. Donc on a quand même quelques passerelles entre nous et on utilise donc des technos sur le contrôle d'altération du document. On va exploiter aussi la source de données que sont les métadonnées, les propriétés informatiques des fichiers. C'est une ressource qui est là. On peut l'utiliser, on l'utilise. Et ensuite, on passe dans un second temps sur une validation des données. Donc là, on va mettre en œuvre toute notre expertise, notre expérience sur la reconnaissance des documents, l'extraction des données, tout ce qu'on sait très bien faire depuis des années et qu'on a fait évoluer en intégrant tout le machine learning, le deep learning, et je rejoins ce qui était dit il y a quelques secondes. Donc une combinaison de technologies uniques dans le but donc de livrer in fine un rapport d'audit. Un rapport d'audit sous 2 formes, un rapport PDF tout simplement lisible par tout un chacun, et un rapport beaucoup plus technique qui permet ensuite d'intégrer ces résultats dans le système d'information du client pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Il a accès à toutes les données qu'on aura extraites, tous les contrôles qu'on aura fait, de sorte à ce qu'il puisse prendre une décision éclairée, puisque, comme ça a été dit par Mohamed un peu plus tôt, les solutions, là on est sur la brique de détection, on est tout en haut, on ne fait que poser un niveau, une suspicion de fraude. La décision finale doit être prise par un acteur humain. Donc on l'acteur humain reste éminemment important dans la chaîne de décision. Alors un slide qui suit. Donc parler un peu plus de notre service qui s'appelle Fraud Detection as a Service. Comment on l'a conçu? On l'a conçu cloud, SaaS, pour avoir une mise en œuvre simple et rapide. Vous vous en doutez. J'ai personnellement déployé les solutions ITsoft on-prem dans le monde de l'assurance pendant des années. Je sais ce que ça représente et ce que ça coûte. Et la volonté de nos clients d'avoir quelque chose d'un peu plus simple à mettre en œuvre et moins coûteux à maintenir. Mais la réponse évidente, c'était le SaaS. On a voulu ce contrôle performant, automatique, pour pouvoir systématiser le contrôle. Le but, c'est de systématiser le contrôle sur l'ensemble d'un flux entrant dans une entreprise.
On a mené une étude il y a quelques mois avec Marques. On a étudié, on a interrogé un peu quelques entreprises, banque, assurance, immobilier, et on constate encore que beaucoup d'entreprises ont un mode de fonctionnement qui est très manuel, c'est-à-dire qu'ils identifient des zones de risque et en face de leurs zones de risque, ils mettent de la ressource humaine. Tout ça est éminemment humain. Donc, ils sont obligés d'échantillonner puisque sinon, on peut pas, l'humain n'est pas scalable autant que la machine. L'échantillonnage fait qu'on ne contrôle pas tout. Ensuite, le contrôle humain fait que c'est coûteux, ça prend du temps. Et au final, la rentabilité, si on peut parler de rentabilité, n'est pas au rendez-vous. Donc l'idée, bien évidemment, avec toute la technologie qu'on peut apporter, c'est d'automatiser, de systématiser les contrôles. Donc l'idée, c'est pas de contrôler une partie des documents, mais c'est tout le flux. Donc il nous faut, c'est la technologie qu'on apporte qui permet de systématiser, et aussi la capacité de traiter en quasi temps réel, de sorte à traiter le plus en amont possible, de traiter de manière a priori. Et de sorte à ce que l'analyse qui est faite puisse éclairer les décisions très rapidement d'un opérateur, d'un gestionnaire, pour dire OK, tous les voyants sont au vert, je continue dans mon acte de gestion, souscription, indemnisation, ou au contraire, il y a un warning, on peut automatiser, et donc le document et le dossier est dérouté vers un flux de lutte antifraude. Donc, ce qui permet tous ces contrôles en temps réel, donc effectivement, donc de détecter la fraude, mais aussi d'apporter effectivement un tampon sur la conformité des opérations qui suivent. Et tout ça, c'est rendu possible par nos technologies. Donc, technologies qui sont simples à mettre en œuvre aussi parce que on propose des bibliothèques de plus d'une centaine de documents avec une centaine de points de contrôle. Et effectivement, ça permet d'avoir un scope large et de pas se limiter à quelques documents, uniquement le KYC ou par exemple, c'est l'exemple typique, mais de pouvoir très simplement, très rapidement avoir une réponse concrète à tout type de flux de documents de nos clients. Je sais plus si j'ai un autre slide. Il y a une diapo après ? Oui, une diapo. Donc effectivement, je vous le disais, le fait de systématiser, d'automatiser permet de contrôler 100% des documents. On a fait des mesures. On note une capacité à détecter 3 fois plus de fraude avérée par rapport à ce qui est fait sur une approche traditionnelle et éminemment humaine. Et le coût de la détection qui est divisé par 2. Et oui, l'humain est quelque chose, une ressource qui coûte cher. Il est toujours là sur des décisions à plus forte valeur ajoutée, et sur la détection, la machine permet effectivement d'avoir une échelle en termes de contrôle et de test qui est sans commune mesure avec ce que pouvait faire l'humain jusqu'à présent. Donc on garde l'humain, on ne veut pas supprimer l'humain, il est capital, il est légalement obligatoire en bout de chaîne pour aller valider qu'on est face à une fraude suite à un score donné par notre service. Je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud. Question dans la salle ? Moi j'avais une question un peu sur celle la même que Jean-Pierre tout à l'heure, c'est sur les types de fraudes que vous analysez. Comment vous procédez ? Est-ce que c'est une approche type banque populaire qui a été évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez une observation capitalisée sur les différents types de fraudes qui sont observés pour éventuellement anticiper de nouvelles fraudes ? Ou est-ce que c'est pour l'instant sur des fraudes observées ou des scénarios que vous imaginez être des fraudes ? Alors en fait, on est vraiment sur le choix qui a été fait, c'est vraiment l'analyse du document. L'unité, c'est le document. Donc effectivement, une carte d'identité reste une carte d'identité, un justificatif de domicile reste un justificatif de domicile, peu importe son contexte. Donc on n'a pas besoin d'observer ce qui se passe. On sait ce qu'est un document d'identité, on sait ce qu'est un justificatif de domicile, on sait quels sont les contrôles à réaliser. On a aussi nos contrôles d'altermétrie pour aller analyser le document. Tout ça se fait sans, je dirais, apprentissage préalable de la part du client. On y arrive, c'est prêt à l'emploi. Et on n'a pas besoin d'éclairer un choix, un niveau de suspicion associé à un document sur la base d'une antériorité. Quelque part, on l'a, quand nous, on a paramétré, on a
on a alimenté nos technos et vous en parliez il y a quelques minutes, on a besoin d'énormément d'échantillons et RGPD nous facilite pas la chose mais ne nous empêche pas de collecter des échantillons et donc tout ça est déjà, je dirais, a permis d'alimenter nos technologies et ce qui fait qu'on n'a pas besoin de forcément, contrairement à tout ce qui est big data où on a besoin de beaucoup de données pour aller voir une antériorité et détecter des atypismes. Nous, on a déjà intégré ça dans nos technos. Un document, on sait ce qu'il est et on sait ce qu'il ne doit pas être. Il est modélisé, d'accord. Ouais, modélisé, ouais, c'est ça le terme en fait. En une fois, en un mot, on aurait pu le faire. Pas de problème. Très bien, toujours pas. On va enchaîner avec la recherche, cette fois-ci avec Nicolas Sider du L3I La Rochelle. Nicolas? Donc moi, je suis Nicolas Sider, je suis donc enseignant-chercheur au L3I à La Rochelle Université. Et donc, pour enchaîner, je vais rentrer peut-être un petit peu plus dans la technique et vous montrer quelques travaux qu'on mène ou qu'on a menés donc sur la détection de tentatives de fraude. Donc, si on résume en fait au niveau document, une tentative de fraude, ça va être basiquement la modification d'un contenu, que ça soit, le contenu qui va être modifié, c'est souvent le texte. Mais il va avoir deux impacts, un sur le fond, donc le contenu textuel, et un plus sur la forme, qui va être l'aspect visuel en fait du document. Et finalement, le jeu de détecter la tentative de fraude, ça va être de détecter l'imperfection ou l'incohérence qui va être inhérente à cette tentative-là. Sur la slide suivante, je vous montre quelques défauts qui peuvent apparaître donc d'un niveau plutôt graphique. Alors, soit des défauts morphologiques, on va avoir des différences d'alignement, de taille, d'orientation, de grosseur, etc. Ou alors des défauts visuels, de couleur, de flou autour des contours, des caractères, du bruit qui va être différent sur le fond, etc., etc. Donc, tous les outils qu'on va développer d'un point de vue visuel vont s'orienter là-dessus. On va essayer d'être le plus générique possible. Je vous montre deux exemples, mais bien sûr, l'idée, ça va être de développer beaucoup d'outils qui vont permettre de détecter ces incohérences et le croisement de la détection de ces incohérences vont permettre de pouvoir lever des alertes. Donc, slide suivant, deux exemples de travaux. Un sur l'analyse donc de ce qu'on appelle la texture, c'est l'aspérité un peu du fond du document. Donc là, on va extraire des petites imagettes, des patchs sur toute l'image, appliquer une extraction de caractéristiques de ces analyses de texture et après faire de la classification binaire, donc avec un réseau de neurones, avec d'autres systèmes, pour savoir si finalement le patch est plutôt conforme vis-à-vis de l'ensemble du document ou s'il y a une incohérence, un fond un peu différent. Donc ici, deux exemples où visuellement, le 4 et le 0 là, semblent a priori identiques sur les cas. Le 4 est peut-être un peu différent, mais automatiquement, on a réussi à détecter qu'il y avait une petite différence et du coup, on lève une alerte. Deuxième cas, c'est la détection de copier-coller qui est un des actes de modification de documents les plus faciles à faire. On prend n'importe quel outil, on fait un copier d'une zone, on le recopie et on transforme un 12,50 € en 52,50 € ou bien sûr un montant un peu plus important. Et là, détection de ce copier-coller, donc en passant dans le monde fréquentiel, donc avec la DCT, et on peut remarquer des patchs qui sont strictement identiques au sein d'un même document. Et donc là, forcément, ça lève une alerte également. Donc des outils de ce genre-là, on en développe pas tous les jours, mais l'idée, c'est de développer le maximum d'outils pour lever le maximum d'incohérence. À côté de ça, on a aussi des travaux, slide suivante, sur les incohérences textuelles. Donc là, encore une fois, on a parlé beaucoup de scénarios, de règles finalement au sein d'une analyse textuelle de données, en tout cas au sens général. Il y en a qui sont plutôt faciles, par exemple, détecter si un numéro de sirène ne correspond pas au nom de l'entreprise, détecter qu'un numéro de client n'existe pas dans une base, tout ça c'est plutôt facile à mettre en place. Il y en a qui sont plus complexes, notamment détecter une variation soudaine, par exemple, d'un salaire sur une période donnée, savoir est-ce que cette variation elle est logique ou pas. Est-ce que détecter si une date d'une facture d'achat, par exemple, est antérieure à la sortie d'un produit,
un client qui veut se faire rembourser, je sais pas, un dernier iPhone 13, qui produit une facture de 2005, bon, bah, forcément, c'est complexe. Et donc là aussi, des travaux qui sont menés, ce sera la dernière slide. Comment, en fait, on va pouvoir représenter le contenu pour pouvoir le rendre comparable à un ensemble d'informations. Et si c'est comparable, oui, il n'y a pas d'incohérence, sinon il y en a une. Et toute la difficulté là va être d'avoir une représentation un peu vectorielle de ces données, sur un système d'entité-relation, et exploiter les informations qui sont être plutôt relationnelles ou littérales pour, encore une fois, détecter qu'est-ce qui est incohérent, illogique dans des données et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, je vous propose qu'on enchaîne avec Véronique. Très rapidement, donc un travail qui concerne également un laboratoire de recherche, donc l'IRIS, Yulia Tkachenko, qui a travaillé au L3I également, qui est venu mettre de conférences sur l'IRIS, qui a travaillé sur la sécurisation de documents imprimés par approche de sécurisation, par code de sécurisation. Alors, cette approche repose en fait sur la mise en place de ce qu'on appelle un pattern de détection de copie, qui ressemble un petit peu à ce qu'on connaît déjà au terme de data matrix. Alors, on ne va pas s'intéresser au contenu du document, comme vient de le présenter à l'instant Nicolas, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder les particularités, on va dire, structurelles et les particularités également de similarité interne du document, mais on va s'intéresser à un code qu'on va générer donc naturellement d'un point de vue numérique et qui va s'apposer sur le document. Dès lors que ce document est numérisé une première fois, le code va être dégradé. Naturellement, ça s'entend bien, c'est la numérisation, c'est l'impression, la qualité de l'impression qui va créer cette dégradation. Et on va commencer à estimer des corrélations entre le code imprimé et le code original. Et de là, toute copie qui pourrait être refaite, toute modification du document qui pourrait être refaite sur cette base-là, va générer des altérations de ce code. Et les altérations successives vont être quantifiées. Alors ça, tout seul, ça semble un peu trivial. On va se dire, bon, bah, finalement, il suffit peut-être d'améliorer ce code-là. Mais ce code a des particularités, on va dire, en termes de résolution, qui provoquent en fait une très grande difficulté à pouvoir en faire des contrefaçons. Et cette particularité fait qu'au final, pour pouvoir vraiment réaliser une contrefaçon d'un code qui a été imprimé, qui a été numérisé, qui a été réimprimé, il est nécessaire de faire des opérations de transformation. Des transformations qui sont des transformations au départ sur des modifications d'apparence. Donc, on va pouvoir faire des rehaussements de contraste, on va pouvoir faire un certain nombre d'opérations sur ces systèmes, ou alors mettre en place des systèmes un peu plus évolués qui vont générer des codes, qui sont des codes qui sont presque parfaits par rapport à l'original, celui qui n'a pas encore été imprimé, et de là, essayer de trouver des nouvelles métriques de comparaison afin de s'assurer qu'il n'y a pas de falsification. C'est-à-dire que maintenant, les falsifications sont devenues de telle qualité, il y a une telle progression dans la qualité de la falsification de ce type de choses qu'il est nécessaire de mettre en place de nouvelles métriques, de générer donc des codes qui sont des codes potentiellement très proches du code d'origine, malgré les dégradations successives, et parvenir comme ça à essayer de distinguer, malgré tout, un document d'origine et d'un document qui est falsifié. Et là la problématique qu'on rencontre cette fois-ci, c'est comment le fraudeur va être capable, et dans quelle mesure va être capable de dépasser même les compétences qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour essayer de détecter la fraude. On peut définir énormément de métriques de comparaison. Dès lors que l'on propose une qualité d'image qui dépasse la métrique de comparaison qu'on met en place, on se retrouve dans une situation qui devient complexe. Donc là, c'est simplement le processus. Bon, il est un peu dessiné comme ça. Les difficultés ici, c'est d'arriver à compenser ou aller au-delà de ce que le fraudeur est capable de faire, à travailler sur des données. Donc, on parlait tout à l'heure des données réelles aussi, d'avoir des bases de données qui sont des bases solides, parce que là, il est nécessaire aussi de construire, on va dire, des codes qui sont des codes un petit peu artificiels pour pouvoir y arriver. Et au final, parvenir en fait à détecter ce genre de falsification. Alors, ce n'est pas une falsification qui concerne tous les types de documents. Ce sont pour l'instant des éléments qui sont apposés sur notamment des documents de cosmétiques. Alors, ça ne concerne pas les banques assurances, mais c'est vraiment des documents très particuliers qui sont imprimés et pour éviter justement qu'ils soient repris et qu'ils soient retraités pour en faire des fraudes particulières. C'est sur des médicaments également. Donc, des tas de domaines en fait, d'applications qui sont intéressants. Donc, c'est vraiment un système qui est assez innovant, qui ressemble à la notion de data matrix, mais avec des résolutions qui sont bien meilleures, et un processus derrière d'authentification de la fraude qui est un peu plus avancé. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur voilà. Donc, deux exemples de recherche qui sont assez différents.
coup, parce qu'on s'intéresse d'un côté au contenu, de l'autre côté à des éléments qui sont apposés dans le document pour pouvoir détecter une éventuelle fraude. Donc, le contenu, finalement, on ne va pas le regarder. Mais ça donne aussi une idée de l'envergure, de la dimension, finalement, qu'on peut aussi rencontrer dans la diversité des fraudes possibles. Et je pense que si on devait en faire une taxonomie, on n'y arriverait pas.